Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. On est ravis de vous voir aussi nombreux pour le webinaire de Dylan Perron de Capitalist Intelligence sur de startup à scale-up, comment financer son développement. Salut Dylan. Bonjour Ali, merci pour ton invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir offrir un petit peu de lisibilité sur tous ces sujets qui sont des enjeux clés pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Super, merci à toi. Dans un premier temps, on va attendre les quelques derniers participants qui risquent d'arriver d'ici peu. En attendant, n'hésitez pas à faire vos remarques. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser à Dylan ou alors est-ce que vous voulez tout simplement savoir comment financer votre entreprise, financer votre développement d'entreprise? Vous avez une section questions qui est sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à faire toutes vos remarques, à poser des questions. Dylan sera présent en fin d'intervention pour y répondre. Donc, le webinaire devrait commencer d'ici quelques instants. Super. Alors, moi, je suis totalement en ligne, Ali, pour les questions. Je les vois pas, alors peut-être elles vont apparaître Ouais, sur l'onglet. non, en fait, je te les partagerai en direct. Comme ça, tu pourras Ah, y d'accord, répondre. ok, c'est du live. Très bien, Ouais, très bien. exactement. Ouais, avec grand plaisir pour répondre à toutes les questions, sachant que voilà, on va aborder les sujets de manière assez exhaustive et l'idée c'est de pouvoir revenir point par point si ça éveille la curiosité ou l'intérêt de certains pour rentrer un peu plus dans les sujets parce qu'on a une difficulté qui est qu'on a une audience large, un sujet très large, donc on va essayer d'être à la fois exhaustif tout en étant spécifique et dans le temps Super, imparti. trop bien, super, trop cool. Bah, je pense qu'on peut commencer au vu du nombre de participants. Avant de présenter Ouais. l'agenda et du coup l'intervenant du jour, Dylan Perron, je vais faire une brève introduction sur le format du webinaire. Ça va être une session de présentation qui va durer à peu près entre 20 et 30 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Dylan sera là encore une fois pour y répondre. Donc, si vous souhaitez poser une question, l'outil est sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. Avant de commencer, à la fin de cette présentation, vous allez recevoir un questionnaire. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur le type de contenu dont vous avez besoin. Expose, ça nous permet de vous proposer du contenu qui répond à vos attentes et à vos besoins. C'est un peu ça l'idée. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Dylan pour la présentation d'aujourd'hui. Comment financer son développement? Super, super. Je vais commencer, si tu viens, par me présenter assez rapidement pour un peu contextualiser aussi tous nos sujets. Pour ma part, hein, je préside Capitalist Intelligence depuis maintenant une année, structure qui a vocation à accompagner les dirigeants dans le cadre d'opérations de levée de fonds en simplifiant ces procédés, en identifiant, sélectionnant et mobilisant les bons acteurs de l'écosystème. Concernant mon parcours, c'est une trajectoire assez classique dans l'industrie transactionnelle où j'ai travaillé en banque d'affaires, un métier qui consiste à accompagner les dirigeants d'entreprise dans le cadre de levée de fonds et de cession d'entreprise, notamment au sein des équipes d'Oaklins, banque d'affaires spécialisée sur le small et mid cap français. Donc le tissu économique réel, j'ai envie de dire entre 1 et 100 millions d'euros. Par la suite, j'ai fait le métier inverse en fonds d'investissement, notamment au sein des équipes de Women Equity Partners, où là, le métier, comme je te disais, est inverse parce qu'on prend une participation dans les sociétés, on investit dans les startups METI sur 3 à 5 ans afin d'accompagner le développement de ces structures et d'en ressortir à horizon d'investissement avec une plus-value. Comme je le disais, ces expériences, elles m'ont permis d'identifier de vrais freins structurels pour les dirigeants d'entreprise, qui sont qu'aujourd'hui, pour les petites structures, ils ont de vraies difficultés à appréhender ces opérations parce qu'ils ont peu de temps, peu de connaissances, et en face, on a un écosystème qui est très riche, avec une offre qui est complexe et beaucoup d'acteurs. Donc, l'idée était assez naturelle de faire émerger une structure, non pas par rapport à ce qui existait déjà, mais une fintech qui avait la possibilité d'offrir cette lisibilité à nos dirigeants d'entreprise et pouvoir aller créer des opérations qui sont des succès avec les bons acteurs de la place. Ça a émergé assez naturellement, comme je le disais, et on a ce rôle-là d'aller offrir de la lisibilité et être pédagogue sur ces sujets. C'est de cette manière-là qu'on a constitué cette présentation avec les questions les plus fréquentes. Elles sont là. Donc, juste sur la slide suivante. Euh,
sur les sujets qu'on adressera aujourd'hui, si tu veux bien, juste, voilà. Donc, aborder les différents moyens de financement qui s'offrent à nos dirigeants d'entreprise sur la place en fonction de leur développement, en fonction de leurs problématiques. Après, faire un focus sur la levée de fonds. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a tous les points pour aller exercer ce type d'opération et de la bonne manière? Comment s'articulent ces types d'investissements par type d'investisseur, par objectif de levée et le déroulé très pratique d'une opération dans les faits, comment ça se déroule. Et on conclura avec les questions que tout ça vous aura évoquées. Donc on va commencer sans plus attendre sur donc la première partie à titre voilà très introductif. L'idée c'est de se dire que quand on a un dirigeant d'entreprise, qu'on veut se développer, qu'on veut croître, la première solution, j'ai envie de dire, c'est de se dire qu'on va lever des fonds. Ça, c'est très fréquent dans nos discussions avec nos entrepreneurs. Tout de suite, on va aller parler de contacter des ventures, de contacter des investisseurs potentiels, alors que c'est pas la seule solution. C'est pas non plus en fonction de l'entreprise la bonne solution. Donc l'idée de ce panorama, d'ailleurs que j'ai récupéré de la French Tech, qui fait de super contenu, c'est de se rappeler qu'en fonction du développement d'une entreprise, il y a tout un panel de solutions pour citer celles qui sont non dilutives, parce que le vrai sujet de la levée de fonds, c'est qu'on va se diluer, qu'on va ouvrir son capital pour faire rentrer des investisseurs potentiels. Avant ça, notre premier réflexe chez Capitalis, c'est de se dire est-ce que il y a d'autres leviers, d'autres alternatives qui ont été envisagées par le dirigeant d'entreprise, et bien souvent, c'est pas le cas. Donc typiquement, si on va du plus simple au un petit peu plus complexe, il y a énormément de sujets de subventions qui sont mis à disposition pour les entreprises du digital. Pour ne pas les citer, on a énormément de prêts, de bourses telles que la French Tech, bourse French Tech. Donc quand on a une innovation de procédé ou de process qui permet de faire avancer une industrie en particulier, il y a à peu près 30 000 euros à les déclencher. Mais on a aussi, dans le cadre d'investissements industriels, logiciels, le crédit d'impôt recherche qui est très connu, on peut aller monétiser pas mal de trésorerie et récupérer un cashback sur ces procédés-là. Donc c'est important d'aller en amont vérifier s'il y a quelque chose à attendre de ces solutions-là, parce qu'il y a plus de 1200 dispositifs aujourd'hui. C'est énorme. Si on passe à un second point qui est aujourd'hui le prêt, le financement bancaire, il ne faut pas l'éliminer parce que aujourd'hui l'argent coûte peu. Alors bien évidemment en face de ça, il y a, j'ai envie de dire un inconvénient, c'est que on va porter tout le risque. C'est-à-dire que quand on prend la dette auprès d'un établissement bancaire, on est limité. C'est-à-dire que c'est bien évidemment au regard aussi des fonds propres qui sont dans la structure, c'est-à-dire que un ratio, on va dire limite serait, j'ai envie de dire 50% de dette et 50% d'equity. Donc, bien évidemment, c'est pas la plus grande latitude qu'on puisse avoir. Et le dernier point, j'ai envie de dire, c'est bien évidemment les investissements en fonds propres, aller solliciter des investisseurs. C'est un peu plus l'objet de notre discussion aujourd'hui, qui va consister à aller ouvrir son capital, à aller chercher d'une part des liquidités, mais aussi ce qu'on va aller chercher auprès d'investisseurs, c'est une expertise, c'est un soutien opérationnel pour pouvoir aller chercher cette croissance. On va justement aborder plus en détail le sujet avec la slide suivante, si tu veux bien, Khalid. Voilà. Donc là, on rentre vraiment dans le dur, dans vraiment le vrai sujet du capital investissement, comme on l'appelle. C'est le métier des investisseurs aujourd'hui, en fonction de différents stades de développement d'une entreprise, aller intervenir
sur les différentes phases et répondre aux vrais besoins. Pourquoi bien comprendre ces différentes étapes? Parce que en fonction du moment où on va solliciter les investisseurs, ça sera différentes typologies d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'un investisseur en capital risque ne va pas être le même en capital transmission. Ça va pas être aussi les mêmes objectifs du management parce que aujourd'hui, si on prend l'exemple concret du capital risque, c'est un stade d'idéation slash de produit où on n'a pas encore forcément éprouvé son marché. On a besoin de recruter, de développer son produit. Si on va aller chercher le capital développement, là on est sur des entreprises plus matures qui dégagent du chiffre d'affaires, de la croissance. Et on va avoir besoin de s'internationaliser, de se digitaliser, de répondre à des vraies problématiques où on a un produit, un marché, des clients. Et après, on arrive sur des phases qu'on abordera moins aujourd'hui, d'entreprises plus matures, d'investisseurs qui mettent des plus gros tickets, jusqu'à la phase de fin de vie de l'entreprise, parce qu'il y a aussi une activité d'investissement qui consiste à redresser des entreprises, donc le capital retournement. Pour bien faire un focus sur donc la création d'entreprise et l'innovation et les besoins qui sont associés. En vérité, les investisseurs ils vont avoir une exigence qui sera très focus sur la croissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher forcément de suite de la rentabilité parce que c'est normal. Une entreprise qui se lance, une entreprise qui se développe, elle n'a pas forcément de suite les cash flows que pourraient exiger des investisseurs d'entreprises plus matures. Sur un exemple très concret, hein, aujourd'hui, si on sollicite des investisseurs en capital risque, on le creusera plus en détail sur la phase suivante, hein, mais on va aller chercher x2, x3 de croissance annuelle. Donc, faut bien se dire qu'aujourd'hui, c'est des processus et des moyens de financement qui sont exigeants parce que aujourd'hui, une levée de fonds, ça va être durant 6 à 9 mois de roadshow. Alors, il y a en amont toute une phase de préparation aussi qui est essentielle avec des éléments clés pour aller convaincre. Et donc, l'idée de la slide suivante, Rally, c'est qu'on puisse aborder ensemble comment on arrive à convaincre ces investisseurs potentiels sur des phases très early. Donc, il y a, selon moi, c'est assez récurrent, hein, en fonction des différents dossiers, on retrouve souvent les mêmes cases à cocher qui sont, dans un premier temps, l'opportunité de marché. L'opportunité de marché aujourd'hui, c'est de se dire quelle est la taille de ce marché, c'est une question assez classique, où on va en adresser au sein de ce marché, combien de pourcents pour se dire aujourd'hui combien je peux prétendre en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, et est-ce qu'il y a une saisonnalité, est-ce que ce marché potentiellement est en croissance constante, est-ce qu'il est plutôt flat, ça c'est vraiment le raisonnement assez basique. On peut se dire que aujourd'hui un marché, pour donner un exemple très concret, d'une taille correcte, voire qui commence à être très intéressante, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc à l'échelle nationale, européenne, mondiale, ça après il suffit de bien sizer quelle est ta cible. Et autour de 100 milliards, on commence à être sur des projets qui intéressent très fortement les investisseurs en venture. Le second point, bien évidemment, ça va être la pertinence de l'équipe, parce que il faut pouvoir démontrer qu'on dispose de toutes les compétences, de toutes les complémentarités entre les différents fondateurs, cofondateurs, parce que ce qu'ils veulent savoir, c'est s'il y a cette capacité à délivrer le projet tel qu'il l'a expliqué, s'il y a eu en amont sur les différents profils des fondateurs de vrais accomplissements, expériences, qui puissent démontrer que très bien, on est en phase avec le projet et avec les différents fondateurs, parce que au final, sur des phases très early, c'est-à-dire des moments d'entreprise très jeunes, on parie aussi énormément sur les profils.
Donc cette expertise, cette ambition, elle va jouer beaucoup sur les différents profils au sein de l'équipe dirigeante. Si on passe au troisième point, qui est très connu, très évoqué, c'est en fait le produit ou le service et la dynamique concurrentielle. Au final, c'est la proposition de valeur. C'est quel est le projet et quelle est la stratégie qui va être mise en place au regard de l'intensité concurrentielle. À savoir que ça va driver toute la partie de développement commercial, technologique, marketing. Il faut être capable de répondre à tous ces sujets-là quand on présente le projet des investisseurs parce que ça va directement impacter les 3 à 5 ans de la société. Sur le quatrième point, qui lui aussi est important, c'est l'attraction commerciale. Donc, on va dire les métriques qu'on va présenter en termes financiers, c'est en fait la preuve qu'aujourd'hui, on a un sujet qui est d'intérêt. Il ne faut pas se contenter d'arriver avec une simple idée, en fait. L'idée, elle est là. C'est qu'il faut pouvoir montrer qu'on a commencé à agir, qu'on connaît ses clients, le marché répond, c'est l'idée, en fonction de ce qu'on a pu mettre en place. Voilà, on a des KPIs en termes de croissance de chiffre d'affaires, en termes de croissance potentiellement de cash flow et de vente au sens large. Donc là, c'est vraiment d'aller présenter un historique chiffré, même si c'est très court terme, parce que on a 6, 12 mois d'existence, mais pouvoir démontrer qu'aujourd'hui, on répond à un vrai problème pour lesquels les gens sont susceptibles de payer et avoir une solution. C'est vraiment très basico-basique, mais c'est l'une des parties aussi qui va être très importante quand on va se présenter à des investisseurs potentiels. Sur le dernier point, alors ça c'est plus, j'ai pas envie de dire du domaine du mystique, mais c'est propre à chaque équipe, à chaque projet. C'est en fait cet ingrédient miracle, cet avantage dont on va disposer au regard, encore une fois, des concurrents qui sont présents ou qui pourraient être présents sur le marché. L'idée, c'est que ça va présenter une vraie barrière qui va permettre aux investisseurs de se dire, en fait, c'est cette équipe-là, c'est pas une autre, parce que ils ont la bonne techno, ils ont un profil typiquement, je ne sais pas, qui dispose d'une expertise qui est très rare sur la place. C'est une stratégie de prix dont seule cette entité a le secret au regard de ses costs, au regard de sa manière d'industrialiser le sujet. C'est voilà. Ce point-là, il est propre à chaque entreprise. C'est important de le trouver parce que ça va pouvoir répondre à la question si quelqu'un demain fait la même chose, pourquoi il va avoir de grandes difficultés à être un adversaire très sérieux sur le marché. Donc voilà sur les différents points aujourd'hui qu'il faut valider avant de se présenter auprès d'un investisseur. C'est plus on va cocher ces cases-là, plus on aura un intérêt favorable des investisseurs. On va passer à la slide suivante peut-être. C'est super intéressant d'avoir un peu ce retour sur les différents critères pour être justement VC compatible. Mais alors on se pose la question, moi et j'imagine les participants également, c'est quoi les étapes d'une levée de fonds et comment est-ce qu'on construit son deck de levée de fonds? Totalement. Alors, on passe un peu du coq à l'âne parce que là, on allait passer sur la partie modélisation, mais D'accord. non, mais il y a pas de sujet, mais c'est très important de se dire comment se déroule une levée de fonds dans un premier temps et le deck qui en fait partie. Aujourd'hui, je le disais, une opération de levée de fonds, ça prend 6 à 9 mois avec, on va dire, 4 grandes parties au sein de cette levée de fonds. Ça va être la slide la phase de préparation. Donc cette phase-là, elle va constituer à avoir toute sa base d'investisseurs potentiels qu'on va contacter. Ça, c'est très important de les identifier parce qu'on le voyait tout à l'heure, en fonction d'un développement, en fonction des objectifs du management, on ne va pas solliciter les mêmes investisseurs.
Donc, bien travailler sur cette approche parce qu'on a le droit qu'à un essai. C'est-à-dire que qu'on se présente une fois auprès d'un investisseur et que ça s'est pas passé comme il l'aurait fallu, on n'a pas forcément la chance de faire une deuxième bonne impression. Après, en face de ça, ça va être raconter la bonne histoire. Donc ça, c'était le deck. Donc ça prend du temps sur une constitution d'un deck. Si on ne se fait pas forcément aider, c'est un exercice qui prend du temps, qui doit être réfléchi sur un deck. Donc c'est le document qu'on va présenter à ces investisseurs qui va justement raconter l'histoire. On va avoir en général des parties qui reviennent très souvent. Sur le deck, on a dans un premier temps la problématique qu'on adresse. Donc c'est le why, c'est pourquoi vous existez et à quel problème vous voulez répondre, chiffré avec de la vraie donnée qui va mettre en évidence qu'aujourd'hui vous avez identifié une vraie problématique à laquelle il faut répondre. Ce qui permettra d'enchaîner très logiquement avec la description de votre activité, de votre service ou de votre produit. Donc dans le détail, encore une fois, donc avec votre modèle économique, avec comment se compose votre offre. Ensuite, alors c'est pas un ordre exact que je suis en train de donner ça, c'est des points qu'il faut adresser. Après, on l'articule de manière cohérente, mais en face de ça, il faudra avoir l'équipe, donc la présentation des différents profils avec les historiques, avec les motivations, les accomplissements de chacun qui vont renforcer l'argumentaire. À la suite de ça, on aura le marché que l'on adresse, donc les informations clés sur le potentiel commercial. On le disait tout à l'heure, en fait, c'est le marché qu'on va adresser et il faut démontrer qu'on le connaît parfaitement pour pouvoir après aller expliquer en quoi, dans cet écosystème, on peut s'insérer et on va pouvoir créer de la valeur. Donc, les tendances en termes de croissance à l'échelle nationale, mondiale, en passant par l'Europe, les chiffres clés et l'opportunité que vous avez identifiée. Une phase aussi très importante du deck va être le positionnement de l'entreprise. Donc, comment au sein de votre écosystème concurrentiel, où vous avez identifié les différents compétiteurs face auxquels vous allez travailler, il va falloir mettre en évidence comment vous différenciez au regard de votre politique de prix, au regard de votre stratégie de développement commercial, technologique, marketing. On va dire la dernière partie, ça c'est très classique, c'est la partie avec les perspectives financières, comment vous allez élaborer vos différentes hypothèses de croissance, parce que c'est bien de dire qu'on va aller chercher fois 2, fois 3 par an, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut être capable de le justifier, bien évidemment. Et le recours aux investisseurs dans ce contexte. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on est capable de dire qu'à 5 ans, on va aller chercher X de croissance, mais par contre, pour réaliser ce projet, il nous faut Y, c'est-à-dire le montant des fonds levés et leur allocation. C'est-à-dire que si vous demandez en amorçage un montant assez classique, hein, en amorçage, ça va être entre 1,5 million et 2 millions, il faut être capable de témoigner des différents besoins qu'on va avoir. Alors, si c'est sur X% d'embauche, X% de marketing, de communication, etc. Donc, on a fait une grosse parenthèse sur le deck. Donc, c'était sur la phase de préparation de la levée de fonds, parce que il faut savoir à qui on va parler et ce qu'on va dire, tout simplement. Après, suite à ça, on a une phase qu'on appelle de roadshow. Donc là, c'est donc la phase de commercialisation. C'est on va se présenter à ces investisseurs. Donc globalement, c'est des personnes qui sont accessibles parce que c'est leur travail de regarder des sujets d'investissement. Si on le fait par semaine, comme je le disais, ça peut être chronophage parce que il faut aller faire des rendez-vous, les préparer, répondre aux différentes questions qu'on va vous poser. En général, sur les investisseurs, on va dire institutionnels, donc les investisseurs de la place, des venture capital par exemple, ils fonctionnent par comité. Donc, s'il y a un intérêt préliminaire sur la présentation de votre sujet, ça va passer en comité interne. Ils vont donc entre les différents collaborateurs du fonds
débattre et être pour, contre, avoir, on va dire, des réserves et approfondir les rendez-vous jusqu'à une phase, on va dire, favorable où là, tout le monde est aligné et on passera sur la phase suivante qui sera la phase de négociation. Donc la phase de négociation, encore une fois, c'est là où on va aller chercher les meilleures conditions de l'opération. On le disait tout à l'heure, on va aller se diluer de X%. En général, un taux de dilution assez cohérent, c'est entre 10 et 30% du capital social de la start-up, de l'entreprise, de la PME ou ETI, pour rester minoritaire. Là, typiquement, dans l'exemple que l'on a, c'est ça. Mais aussi, quelles vont être les conditions de cette collaboration? Ça, parce qu'en fait, c'est un petit mariage avec des investisseurs potentiels externes à l'entreprise qui vont rejoindre le management. Et c'est quelles sont les différentes clauses qu'on va négocier en termes de sortie, en termes de management package, au vu voilà, des performances qui vont être exigées parce que c'est pas anodin de travailler avec des investisseurs. Il y aura des reporting, il y aura une exigence parce que faut pas oublier que bien évidemment c'est à la sortie une plus-value qui est attendue. Et une fois qu'on a fini ces différentes négociations, on va arriver sur la phase de closing assez classique où là a lieu l'opération, où les fonds sont versés et donc tout le pacte d'actionnaires qu'on évoquait sur les négociations est accepté par tout le monde. On a donc un montage qui ressemble un peu à celui qui est présenté, à savoir que donc une valorisation qu'on appelle pré-monnaie, donc en fait c'est avant l'opération. On se dit qu'il y a une société qui fait 5 millions. Post-monnaie, donc il y a 1,5 million qui va être injecté et donc de manière assez mécanique, on va avoir une valorisation qui va augmenter à 6,5 millions sur la valeur des titres et donc ça nous permet d'avoir la ventilation du nouvel actionnariat qui était initialement de 100% et qui est maintenant de 25% sur l'actionnaire minoritaire qui a rejoint le capital de la structure. Sur la slide suivante, on a le déroulé, donc c'est pour un peu aussi mettre en évidence comment se déroule une opération durant la collaboration avec le fonds. Donc si on part voilà, sur une opération sur l'année qui est en cours, on l'a vu, il y aura une augmentation de capital qui aura lieu, les fonds seront disponibles, on va élaborer ensemble avec le fonds et les dirigeants d'entreprise la stratégie de développement de la structure arrêtée, comment va se dérouler cette collaboration sur les prochaines années, quels sont les milestones, les points d'étape sur lesquels on veut arriver dans le temps. Et après, on peut évoquer aussi des potentielles opportunités de croissance externe, donc des acquisitions. Ça, c'est aussi un moyen de créer de la valeur sur la collaboration avec un fonds d'investissement. Et puis, l'opération va, comme je le disais, se dérouler sur 3 à 5 ans, où là, on aura la mise en œuvre opérationnelle de l'équipe dirigeante et du fonds, où tout ce qu'on s'est dit doit être exécuté avec un reporting et des points donc, qui sont voilà, on va dire mensuels ou trimestriels, où on va présenter les avancements effectifs des différents sujets. Et ce qui va permettre aussi en plus de pouvoir aller chercher cette croissance, c'est que le fonds va aller mettre à disposition son savoir-faire, sa connaissance du secteur, aller pour mettre en place des différentes expertises. Souvent, c'est très commun de mettre des senior advisors, des conseils qui vont venir accompagner le management et conseiller parce qu'ils ont l'habitude, ils ont l'expérience de travailler sur ce secteur d'activité, sur ce type d'entreprise et éviter certaines erreurs qu'on aurait pu faire quand on est seul. Donc voilà globalement comment on s'exécute ce type d'opération. En plus, c'est bien parce qu'on est pile dans le temps imparti pour mon intervention, on va dire, magistrale. Mais voilà, ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir évoquer des points sur tout ce qu'on s'est dit qui pourraient susciter de l'intérêt, des interrogations. Je ne sais pas si tu as des questions qui ont été posées durant la séance ou si tu en as d'autres, Rally.
Alors, pour le moment, on a une question. Donc, la session questions-réponses va débuter à partir de maintenant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Dylan. Je me tiens disponible pour y répondre. On commence avec la première question. Quels sont les types d'investisseurs qu'on peut solliciter lorsqu'on débute notre entreprise? Alors, si tu veux bien, on va retourner sur le premier slide avec les différentes étapes parce que c'est une excellente question. Les différents types de potentiel, ouais, tout au début. Voilà. Quels sont les différents types d'investisseurs? Alors, il y en a énormément. Là, je me suis basé sur juste la slide précédente, si tu veux. Allez. Celle-ci? Je me suis basé sur. Alors, je crois qu'il y a un petit peu de latence. Le sommaire? Non, tu sais, non, Panorama French Tech? la courbe, non, la courbe Ah, celle-ci? ascendante. Ok. Ouais. Celle-ci, je pense. Donc, il y a énormément de potentiels investisseurs qui existent. Et en fonction du besoin, en fonction du stade de développement, ça va impacter les différents interlocuteurs potentiels. Si on se place en capital risque, donc vraiment early, en amorçage comme on l'appelle, où on a une idée, on a un début de projet, on a un MVP. Souvent les premiers acteurs, ça va être Family and Friends, très classique en fait. On est sur quelque chose de très basique, hein, la love money comme on l'appelle, où on va susciter l'intérêt de son entourage pour aller, on va dire, lever quelques milliers d'euros. Ça, c'est très classique. Après, quand on arrive on va dire, un tour de série A, comme on l'appelle, donc on est encore une fois en capital risque. Là, on va commencer à se susciter des acteurs un petit peu plus structurés, tels que des venture capital, mais aussi des business angels. Donc ça, c'est des personnes physiques, des anciens dirigeants ou des personnes voilà, qui sont de l'écosystème et qui investissent de l'argent, qui ont l'habitude d'aller accompagner des équipes émergentes pour aller verser des tours entre, voilà, on disait tout à l'heure, des tickets à 1,5 million, 1 million. Ça sera jusqu'à 3 à 5 millions. Il y a des gros acteurs aussi sur ce segment-là, hein. Après, par la suite, on va pouvoir aller solliciter d'autres types d'acteurs. Donc là, on va être plus sur des fonds aussi, mais qui sont plus en venture, mais des fonds de capital développement, qui eux vont avoir d'autres objectifs, qui vont prendre le relais, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le fonds a vocation à sortir, a vocation à, voilà, 3 à 5 ans, vendre sa participation. Alors, soit on peut solliciter un nouveau fonds d'investissement pour aller chercher toujours plus de croissance, ou on peut aussi continuer par soi-même. Donc, sur la phase un petit peu plus mature, on va susciter donc des fonds de capital investissement, qui sont des fonds de cap dev, aussi des corporates. Ça, c'est un sujet aussi qui est très important. On peut sans aucun problème aller solliciter des corporates sur sa levée de fonds pour pouvoir bénéficier aussi de synergies qui sont très fortes. Pour voilà, donner un exemple très concret dans la tech, on peut sans aucun problème aller chercher des gros acteurs qui investissent une part non négligeable de leur fonds en R&D en investissant dans des petites structures. Ça se fait énormément. Donc, on va dire le sujet des entreprises early slash en développement, voilà les différents types d'investisseurs qu'on peut solliciter. Très bien, merci. Merci pour cette réponse qui, je pense, est assez exhaustive. Une autre question, si aujourd'hui je veux faire une levée de fonds, vers qui je m'oriente pour Oui. proposer mon dossier complet? Donc, concrètement, si aujourd'hui je veux faire une levée de fonds, quels sont les instituts, quels sont les acteurs que je peux contacter directement afin de faire ma levée de fonds? Alors, c'est une bonne question parce que là, on touche à, j'ai envie de dire, deux solutions potentielles. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on a des projets de levée de fonds, on va avoir deux solutions qui sont la première que j'ai évoquée tout à l'heure, de faire du désintermédiaire, donc aller en direct, solliciter les différents
les différents investisseurs potentiels, leur présenter le projet et aller effectuer cette opération de levée de fonds. Donc ça impose bien évidemment de s'occuper par soi-même de tous les sujets qu'on a évoqués, le deck, l'identification des investisseurs, etc. Ou le deuxième scénario, j'ai envie de dire, qui est un scénario intermédiaire où là, on va se faire accompagner, conseiller par des professionnels qui font ce métier-là, d'aller lever de l'argent. Donc, bien évidemment, c'est un vrai confort, ça coûte de l'argent aussi. C'est-à-dire que le potentiel intermédiaire qui s'appelle banquier d'affaires, leveur de fonds aussi on l'appelle, conseil M&A, ils ont plein de noms, va aller faire toutes ces étapes en faveur du dirigeant, donc aller préparer les différents éléments, aller identifier les investisseurs, les solliciter, négocier avec les parties prenantes et s'occuper de toute l'exécution de l'opération. Donc, on peut aussi s'adresser à ces types de conseils. C'est notamment ce qu'on fait chez Capitalis Intelligence aujourd'hui, à savoir d'aller identifier à la fois les investisseurs qui disposent de cette expérience sur ces deals-là, mais aussi d'aller solliciter les conseils potentiels qui vont aller investir et accompagner ces opérations. Très bien, merci beaucoup Dylan pour ta réponse. Si vous souhaitez encore poser une question, on a encore quelques minutes, n'hésitez pas. Un point peut-être qui peut être d'intérêt, qu'on a évoqué sans trop l'évoquer, c'est une question qui est assez récurrente auprès de nos dirigeants d'entreprise, qui est comment on valorise une structure. Ça, c'est la grande question, parce que bien évidemment, ça va impacter le processus de levée de fonds. Tout à l'heure, par exemple, on a pris l'exemple d'une société qui valait 5 millions. Comment on arrive à cette valeur? Et après, il y a encore une autre petite distinction à faire, c'est quelle est la valeur de l'entreprise et quel est le prix qu'on va pouvoir en avoir. Mais il y a trois, on va dire, deux grandes méthodes et trois approches sur la valorisation d'entreprise. On va avoir les méthodes qu'on appelle relatives, c'est-à-dire on va avoir une approche marché de l'entreprise, donc avec des multiples. Les multiples sont très connus, hein, je pense. Quand on entend des 6 fois l'EBITDA, quand on entend des 2 fois le chiffre d'affaires, bon voilà, on entend pas mal ces éléments-là. En fait, c'est relativement simple, c'est qu'on va essayer de donner une valeur à l'entreprise en fonction soit de comparables boursiers, donc on va se dire, typiquement, on connaît de gros acteurs sur ce marché-là qui sont cotés, donc qui permettent d'avoir des métriques sur ce secteur et de se dire typiquement si je prends le secteur de l'informatique, sur les boîtes cotées en informatique, on a une valeur moyenne de multiple du chiffre d'affaires et de multiple de la rentabilité, donc du résultat ou de l'EBITDA comme on disait. Et la deuxième grande méthode dite relative, c'est le multiple transactionnel. Donc ça, c'est en fait d'aller regarder quelles ont été les opérations similaires qui ont été, qui ont été réalisées et de se dire, aujourd'hui, le marché, en fonction de tel type d'entreprise, en fonction de tel type de secteur, est capable de régler tel montant de valorisation. Sur on va dire, la deuxième grande approche, là c'est une approche intrinsèque qui est aussi beaucoup pratiquée pour les startups en développement, qui est en fait une approche sur les cash flows réalisés d'entreprise, donc partir du prévisionnel de la structure et de se dire, voilà, au regard de notre business plan, sur les 5 prochaines années, on estime pouvoir dégager tant de valeur. Et donc, ça va consister à actualiser et rapporter à la date de l'instant T cette future valeur et de se dire aujourd'hui, très bien, notre entreprise à horizon 5 ans va valoir tant, donc on actualise ce montant et on se dit que rationnellement, ça vaudrait ce montant-là. On le disait tout à l'heure, il y a une vraie différence entre le prix
et la valeur, parce que les méthodes qu'on a évoquées servent à avoir une grande idée du montant de la valeur de l'entreprise, mais après, le prix, au final, c'est qui va être susceptible d'investir, quel est son montant et quelle est l'intensité autour des différentes parties prenantes autour de l'opération. Parce que si on n'a qu'un interlocuteur en face, le prix, c'est lui qui le donne. Et si on a trois acteurs qui sont très motivés, là, le levier n'est pas le même. Donc là, on en parlait tout à l'heure, hein, de la phase de négociation où on va maximiser, c'est très important, le nombre de potentiels investisseurs pour pouvoir être très à l'aise sur cette phase de négociation et aussi du prix. Très bien. Merci beaucoup pour ce rappel. Enfin, pour ce rappel, ou c'est trop. Transmission d'information, je dirais même plus. On a enfin une dernière question. Elle nous Oui, provient d'Aurélie, qui te demande, parmi les différents moyens de financement, on a les dons ou primes. Je pense que Aurélie fait référence aux subventions qui peuvent être accordées. Pouvez-vous me renseigner oui, sur les organismes, les projets qui s'y prêtent et comment est-ce bien qu'on sûr, pourrait passer bien par ce sûr, canal bien de sûr. financement? Ouais, ouais. Alors, je l'ai pas, je l'ai pas précisé, mais ça, c'est aussi chez Capitalis Intelligence. C'est pour ça que j'ai introduit le sujet dans ce sens. On a aussi développé des partenariats avec des entités. Donc, c'est avec grand plaisir, Aurélie, qu'on en rediscutera en privé. Mais il y a des organismes justement qui sont spécialisés sur le financement de l'innovation, sur le financement, que ce soit industriel, technologique, qui permettent d'aller faire un audit à 360 des aides disponibles. Donc tout à l'heure, on disait, hein, il y en a plus de 1200. Par la suite, en fonction de cet audit qui est gratuit, aller chercher les différentes subventions en remplissant les différents dossiers et demandes parce que c'est quand même exigeant. Il y a des critères, il y a des livrables pour justement justifier de ces attributions. Et enfin, il s'assure du bon versement aux dirigeants d'entreprise. Pour ne pas les citer aujourd'hui, Aread, typiquement avec qui on travaille, s'occupe de ça depuis 25 ans et ils sont très bons sur le sujet. Donc Aurélie, n'hésite pas si besoin. Il y a des gens qui s'occupent de ça, qui le font très bien et on sait que quand on est dirigeant d'entreprise, s'occuper de tous ces sujets, c'est très chronophage d'aller regarder est-ce qu'on peut prétendre à X ou Y, voilà, c'est pénible. Alors, je vous ai partagé du coup le mail de Dylan dans le chat. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement échanger avec lui. Étant donné qu'on n'a plus de questions, je pense que cette dernière réponse à la question d'Aurélie clôture la session questions-réponses et donc le webinaire du jour. Un grand merci à tous les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Un grand merci à Dylan. À noter que tous nos webinaires sont disponibles sur le site de l'accélérateur du numérique en replay et le webinaire de Dylan sera disponible d'ici quelques semaines. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le regarder en replay. À la fin de cette présentation, vous allez recevoir un petit questionnaire. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de, comme je l'ai dit en début d'intervention, de vous proposer du contenu qui vous correspond et dont vous avez besoin. N'hésitez pas également à répondre très probable à la question, est-ce que vous seriez prêt à recommander cette formation si vous pensez avoir appris quelque chose aujourd'hui avec Dylan de Capitalis Intelligence. Dylan, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, Ali, merci encore pour cette invitation. Nous, on est toujours ravis. Si les dirigeants, tu l'as dit, hein, mon mail est disponible, ont besoin de quelques lumières que ce soit sur des sujets voilà, de levée de fonds, de haut de bilan, de financement de l'innovation, on a ce rôle qui est justement de pouvoir aller aiguiller sur la place qui sont les bons acteurs les plus pertinents en fonction d'un projet, en fonction d'un timing. Donc, avec grand plaisir pour en discuter avec eux. Et bravo aussi pour cette initiative donc d'accélérateur du numérique qui permet aux dirigeants d'entreprise d'être voilà, mieux accompagnés et pouvoir assurer leur développement avec les outils qui leur permettent de le faire. Merci beaucoup Dylan, merci à tout le monde de nous avoir retrouvés aujourd'hui et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci Dylan, au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir.